Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation sur la nouvelle réglementation sur le bruit. On va débuter par un mot de notre élu responsable du dossier, Madame Erika Alneus. Je pense que ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Erika Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne. Donc, à la blague, un peu le party animal du comité exécutif. Mais ça me fait plaisir qu'on soit ici réunis pour parler de ce règlement sur le bruit qui est piloté par les arrondissements du plateau Mont-Royal et de Ville-Marie. Je veux saluer mes collègues élus qui sont présents. Marie Plourde, conseillère au plateau Mont-Royal, et ma collègue Sophie Moserol, conseillère à Ville-Marie, aussi membre du comité exécutif. C'était important pour nous de pouvoir avoir ce moment-là pour prendre le temps de vous expliquer ce règlement-là. Puis aussi, de manière plus large, vous signifier le travail qu'on fait une étape à la fois pour s'assurer de consolider cette vie nocturne qui est si chère à nous, qui fait partie de l'identité de la ville, de trouver les bons moyens, une étape à la fois, de pouvoir s'assurer de sa vitalité et aussi de sa cohabitation. Donc, encore une fois, je vous remercie, puis je vais laisser la parole aux distingués collègues que je veux remercier. C'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'avoir cette conversation-là, d'avoir des promoteurs de la vie nocturne, du milieu culturel, d'avoir les arrondissements assis, d'avoir la ville-centre assis, d'avoir le SPVM avec nous. Je pense que c'est à marquer dans les histoires qu'à la place de se parler chacun de notre bord, on décide de travailler ensemble pour aller dans la même direction. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Merci, Madame Alneus. Donc, mon nom est Samuel Ferland. Je suis urbaniste et nouvellement chef de division permis et inspection Plateau Mont-Royal. Donc, ça va me faire plaisir là, de vous présenter aujourd'hui la réglementation sur le bruit. Je vous propose un petit plan de présentation. On va commencer pour ceux qui étaient là ce matin, une petite répétition. Donc, on va vous présenter les objectifs de pourquoi cette nouvelle réglementation. Ensuite, une comparaison de la réglementation actuelle, donc celle qui est toujours en vigueur, et celle qui est proposée. On va faire un tour rapidement sur l'émergence spectrale. Ensuite, on va aller toucher aux indices de correction, là, qui c'est plus en fait d'intérêt là, pour les usages autres que les salles de spectacle, parce que l'émergence spectrale, ça, en fait, toucher uniquement pardonnez-moi, à les usages salles de spectacle. Ensuite, un survol rapide de la réglementation au niveau des travaux de construction. Nous allons ensuite discuter de l'autorité compétente avec mes collègues du SPVM et une conclusion. Et ensuite, on pourra aller à une discussion là, ouverte sur le sujet. Donc, sans plus tarder, les objectifs de cette nouvelle réglementation-là est une modernisation de la réglementation. Pour ceux et celles qui le savent, elle date de 1977, donc pour tenir compte des nouvelles réalités sonores, particulièrement la réalité là, des sons amplifiés avec les amplificateurs qui sont de plus en plus fréquents et populaires. Donc, justement, pour venir tenir compte de cette réalité-là, on est venu faire une modification réglementaire. Donc, offrir une approche aussi réglementaire cohérente visant la cohabitation. Je tiens à le dire, je l'ai dit plus tôt ce matin, j'ai déjà dit, le but de la réglementation est d'offrir une cohabitation, c'est-à-dire qu'on tolère un certain degré de son qui est normé et dans le but là, de tout ça en lien aussi avec la politique de la vie nocturne de la Ville de Montréal, la nouvelle politique récemment adoptée en novembre, si je ne m'abuse. Ensuite, on veut adopter la réglementation afin de contribuer à la pérennisation des salles de spectacle. Ici, on peut voir aussi de tous les milieux de vie nocturne, là, suite à la décision de la Cour d'appel du Québec là, en 2024. On veut mettre en pratique les conclusions du projet pilote qui a été mené à l'été 2024 là, par plusieurs de mes collègues en lien justement à savoir quelle serait la meilleure réglementation à appliquer dans le cadre bâti, en fait, dans le cadre de la Ville de Montréal et des arrondissements du Plateau et de Ville-Marie. Et surtout, aujourd'hui, ce qui va intéresser plus là, les usages bars, restaurants et autres usages là, de ce genre, c'est l'ajout d'indices de correction de basse fréquence qui touchent uniquement ces usages-là et les équipements mécaniques, qui ça s'applique à tout propriétaire là, d'un équipement mécanique. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à mentionner les éléments qui sont réintroduits dans la nouvelle réglementation.
Donc, un niveau sonore maximal, le tableau va vous être présenté un peu plus tard. Le niveau de son normalisé et les indices de correction. Donc, en plus du nouvel indice de basse fréquence, les indices de correction suivants là, qui sont toujours pris en compte là, dans les calculs et dans disons, dans l'intégration de la prise de son. Donc, c'est le caractère impulsif ou intelligible lorsqu'il est perçu dans un lieu habité d'un son qui va avoir, peut faire l'objet d'un indice de correction, de bruits perturbateurs comportant des sons purs audibles. Un exemple d'une courroie là, dans un mécanisme de thermopompe ou d'une air climatisé qui fait un son strident qui se diffère du son habituel de la machine, et du niveau de bruit de fond qui est mesuré à l'extérieur, c'est-à-dire le bruit extérieur normal de la ville peut influencer la prise de mesure, et donc un indice de correction selon certains critères et un tableau pourrait être ajouté ou soustrait là, au calcul. Un petit retour en arrière. De 1977 à aujourd'hui, pour le plateau Mont-Royal et Ville-Marie, la notion au niveau de tous les usages était la non-audibilité. C'est-à-dire que dès qu'un son amplifié ou peu importe est entendu à l'extérieur du milieu où il se produit, il est considéré non conforme. Donc, on l'entend non conforme. Plateau Mont-Royal, en octobre 2024, il y a eu une petite modification qui a été faite. Donc, 9 usages, qu'on va voir là, dans quelques instants, on peut émettre un certain son audible à l'extérieur du lieu qu'il entend, c'est-à-dire dans le milieu habité, s'il ne dépasse pas, s'il respecte un seuil en décibels qui est prescrit. La réglementation qui est proposée est plus permissive aujourd'hui d'une certaine façon. Donc, le son perceptible produit au moins d'un appareil sonore et peut être toléré dans un milieu habité s'il respecte, pour les salles de spectacle, une émergence spectrale de 3 dB de 23 h à 7 h du matin, c'est-à-dire la nuit, et de 4 dB de 7 h à 23 h le jour. Pour les usages suivants qui sont activités communautaires ou socioculturelles, bars, brasseurs artisanales, établissements de jeux récréatifs, maisons de la culture, restaurants, salles de danse et salles de réception. Les seuils prescrits au règlement, qu'on va voir dans un tableau tout à l'heure, s'appliquent. Cependant, on va y appliquer un indice de correction de 5 dBA qui va être ajouté lorsque la mesure qui va être prise par le sonomètre indique une différence de 20 dB, de 20 décibels entre la mesure prise en dBc et celle en dBA. On va vous donner un exemple un peu plus tard au cours de la présentation. La non-audibilité, je tiens à le préciser, s'applique pour le reste des sons, en fait pour tous les autres usages qui produisent des sons amplifiés. Quelques petites notions théoriques là, pour pouvoir poursuivre ensemble, pour qu'on puisse bien se comprendre. Les décibels, en fait, c'est une unité de mesure, un peu comme le centimètre là, nous permet de mesurer certaines longueurs. Les décibels, ou dB, son petit nom, sont utilisés comme une mesure seulement pour mesurer le son qui est produit par divers éléments. Maintenant, il y a 2 pondérations, A et B. La pondération A, c'est les sons qui sont plus sensibles à l'oreille humaine. C'est les sons qu'on perçoit de façon plus normale, plus courante, puis qui portent moins au son portent moins d'importance aux sons que l'oreille ne perçoit moins bien. C'est-à-dire des sons qui sont peut-être plus graves, des sons qui sont peut-être plus intenses. Justement, pour pallier à ce manque-là de l'oreille, il y a une pondération C qui s'ajuste en fonction de l'intensité du bruit. Donc, la plupart du temps, un dBc va souvent nous parler là, d'une basse fréquence. Qu'est-ce que l'émergence spectrale? L'émergence spectrale, c'est le niveau du bruit ambiant. Le bruit ambiant, en fait, c'est le bruit de la ville auquel on vient ajouter le son d'une salle de spectacle. C'est-à-dire que c'est ça, donc l'émergence, niveau ambiant, excusez-moi, c'est qu'un son avec une salle de spectacle en activité qui va être mesurée sur une période de temps. On va y enlever justement le son d'un niveau de bruit résiduel. Lui, le bruit résiduel, c'est le même bruit de la ville sans l'apport de la salle de spectacle. Donc, en fait, il y a une différence entre ces 2 niveaux-là. Et les niveaux qui vont être applicables et qui sont tolérés, c'est, comme je vous ai dit plus tôt, 3 décibels la nuit et 4 décibels le jour ou le soir.
Ces seuils incluent les basses fréquences, qu'on parlait un peu plus tôt, et ainsi que les bruits de clameur du public à l'intérieur de la salle. En cas de contravention, l'autorité compétente, c'est-à-dire autant l'arrondissement que le SPVM, enfin non, excusez-moi, dans ce cas-ci, c'est l'arrondissement. En cas de contravention, on pourrait, à la limite, pour une salle de spectacle, venir exiger un maximum de bruit qui mesurait à l'intérieur de la salle, c'est-à-dire 98 dBA et 118 dBc avec un afficheur. Mais ça, c'est uniquement pour les salles de spectacle. Un exemple ici pour mieux comprendre. Donc, le graphique en arrière de moi, c'est une salle de spectacle en période de nuit, exemple fictif. Donc, on voit la première ligne en haut en rouge, qui est le niveau de bruit ambiant, qui, je répète, est le niveau de la ville dans lequel la salle de spectacle est en activité. Et on vient y soustraire le niveau de bruit ambiant, que je répète, est le bruit résiduel, excusez-moi, qui est le bruit de la ville sans les activités de la salle de spectacle. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre une mesure sur un certain nombre d'heures à un certain moment donné, d'un endroit où une salle de spectacle est en activité. On revient une journée ou 2 journées plus tard au même endroit, lorsque la salle, aux mêmes heures, lorsque la salle n'est plus en activité. Donc, ça nous donne le bruit résiduel. La soustraction entre le bruit ambiant, c'est-à-dire le bruit dans lequel la salle de spectacle est en activité, moins le bruit résiduel, nous donne la courbe en bas, en bleu, qui est l'émergence. Donc, on voit dans ce cas-ci, dans le côté des basses fréquences, donc si je me reprends, c'est à votre gauche, merci. Donc, on voit que la courbe démontre que sur la bande d'octave qui était, en fait, sur la fréquence, pardonnez-moi, qui a été mesurée, dans les basses fréquences, il y a une différence de plus de 3 décibels. Donc, dans ce cas-ci, on est en présence d'un cas de non-conformité à la réglementation projetée. Pourquoi l'émergence? En fait, c'est la proposition qui est la plus adaptée au contexte montréalais pour les salles de spectacle, qui a été déterminée par le projet pilote qui a été mené à l'été dernier, en fait l'été 2024. L'émergence spectrale est la norme la plus appropriée pour le contrôle du son amplifié, puisque les mesures de pression acoustique s'adaptent au cadre bâti. C'est-à-dire que lorsqu'on a une salle qui est adjacente, un logement, pardonnez-moi, un milieu habité qui est adjacent à une salle de spectacle, on peut venir prendre la mesure à l'intérieur du logement lequel là, il pourrait y avoir une problématique. Tandis que si la salle de spectacle n'est pas adjacente à ce logement-là, excusez-moi, la mesure peut être prise dans la rue. Donc, on vient s'adapter, en fait, au milieu dans lequel on vient prendre notre mesure. Son application aussi s'adapte, comme je vous disais, là, est moins sujette, excusez-moi, à l'interprétation qu'une norme mesurée en absolu, puisqu'on vient prendre en compte les basses fréquences dans la mesure de l'émergence. La norme d'émergence spectrale est aussi privilégiée dans de nombreux États et villes. Là, ici, on vous donne quelques exemples sur lesquels on a travaillé. On s'est inspiré là, en France, sur l'ensemble du territoire, à Bruxelles, Melbourne, en Australie, l'État de Victoria, et à New York, qui est la plus près de chez nous, qui utilisent les normes d'émergence qui peuvent varier entre 0 et 8 décibels en fonction de leur cadre bâti et des décisions qui sont prises là, pour s'assurer une cohabitation. On s'inspire également de la gestion du ministère de l'Environnement pour les bruits fixes produits par des entreprises. Donc ça, c'est vraiment dans des quartiers plus industriels que certains bruits qui peuvent être dérangeants, là, ils sont calculés en fonction de l'émergence dans ces milieux-là par le ministère de l'Environnement. Pourquoi 3 décibels pour la Ville de Montréal? Bien, en fait, c'est le niveau qui a fait consensus lors du projet pilote de l'été 2024 pour s'appliquer dans notre cadre bâti là, pour Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal. En cas de non-conformité sur le mécanisme réglementaire d'accompagnement est privilégié aux sanctions pécuniaires, c'est-à-dire que les arrondissements vont privilégier, accompagner les personnes, en fait les salles qui ne seront pas conformes à la réglementation pour assurer viser la conformité à la réglementation. Par contre, on se garde une marge de manœuvre s'il n'y a pas une collaboration fructueuse entre l'arrondissement et les salles de spectacle. Il pourrait y avoir là, des sanctions pécuniaires. Le graphique suivant, en fait, démontre qu'est-ce que l'émergence là, pour une salle de spectacle. Donc, autrement dit, on voit avec la courbe logarithmique là, que
Ça ne veut pas dire que le 3 dB permet d'avoir un certain son à l'intérieur d'une salle. Donc, on peut le voir en la ligne en rouge, un peu plus haute, qu'une salle, lorsqu'il peut avoir une émergence de 3 dB, peut produire à l'intérieur un son d'environ une centaine de décibels. Donc, autrement dit, c'est vraiment une courbe logarithmique ça ne veut pas dire que plus on est vers zéro, moins on produit. Donc, on peut venir faire de plus en plus de décibels tout en restant dans la limite de 3 dB. Maintenant, le tableau, en fait, qui nous intéresse cet après-midi, c'est plus ça pour les usages autres que salles de spectacle. Donc, on voit ici, c'est le même tableau qu'on avait dans la réglementation B3, sauf qu'il a été simplifié, qui a été rapatrié à même le règlement au lieu d'être en annexe. Puis, donc, on peut voir là, que c'est les mêmes seuils encore et toujours qui sont à respecter en fonction des périodes et des endroits où on se trouve dans un lieu habité. Nouveauté, le retrait de la normalisation sur la durée d'émission qui a été enlevé. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans le règlement actuel, lorsqu'une thermopompe ou un équipement mécanique fait un bruit pendant la nuit qui dure 4 ou 5 secondes, mais assez pour réveiller l'ensemble des habitants d'une résidence, ce son-là n'était pas calculé. En fait, n'est pas calculé aujourd'hui. Maintenant, on vient le considérer dans la nouvelle réglementation, on vient le considérer comme étant dérangeant. Une grande nouveauté, puis ce qui est important à retenir ici, c'est l'indice de correction de 5 dBA. Comme je vous expliquais plus tôt, lorsqu'on est dans un milieu habité, on vient voir une différence de mesure sur le sonomètre de 20 décibels entre la mesure prise en pondération C et la pondération prise en A. Donc, autrement dit, pour venir prendre compte des basses fréquences. Cet indice de correction est ajouté pour un bruit perturbateur, qui soit autant mécanique qu'un son amplifié. Donc, cet indice-là peut s'appliquer autant à une thermopompe qu'à un son d'un son amplifié provenant d'un bar, d'un restaurant ou d'un usage là, qui est nommé le plus bas, c'est-à-dire activité communautaire, bar, brasserie artisanale, établissement de jeux récréatifs, maison de la culture, restaurant, salle de danse, salle de réception. Donc, autrement dit, le vrombrissement et les sons de basse fréquence vont être tenus en compte dans la mesure qui va être prise là, par l'arrondissement. Un exemple ici intéressant, là, c'est un bruit de ventilateur avec vrombrissement justement de basse fréquence et bruit aigu de courroie perceptible le soir et la nuit dans un séjour habité avec un bruit de fond extérieur de 48 dB, cas fictif. Donc, en fait, c'est pour vous démontrer un peu comment l'application là, de cet indice de correction de 5 dB fonctionne. Donc, la mesure qui est prise par le sonomètre est de 44 décibels A et 65 décibels C. Donc, ici, on voit une différence de 21 décibels entre les deux entre les deux pondérations prises par la même mesure. Donc, on regarde ensuite les normalisations qui s'appliquent, les 4 normalisations. Le cas fictif est fait pour ça, qu'on a seulement la mesure de basse fréquence qui vient s'appliquer, donc plus 5 dBA. Donc, le calcul de normalisation est très simple. On prend le bruit mesuré, 44 décibels en A, auquel on vient ajouter 5 dBA. Donc, le niveau normalisé est de 49 décibels. Le seuil autorisé pour cette période-là de la nuit à cet endroit-là est de 45 dBA. Donc, dans la réglementation actuelle qui ne tient pas en compte les basses fréquences, le 44 décibels mesuré aurait été conforme. Avec la nouvelle normalisation, on rajoute 5 dBA, étant donné là, les basses fréquences. Donc, cette mesure-là serait non conforme et des mesures devraient être prises pour justement s'assurer la conformité du mécanisme ici, là, c'est-à-dire du ventilateur. Maintenant, survol des travaux de construction, du bruit émis par les travaux de construction. On peut voir là, à l'écran, c'est des horaires, en fait, où les travaux sont autorisés. Sont différentes, sont différentes sur le plateau et sur Ville-Marie. Par contre, les exceptions autorisées, ce sont les mêmes. En gros, ce sont des travaux d'intérêt public sur le domaine public pour réparer des infrastructures, un réseau d'infrastructures, qui pourrait venir contribuer à augmenter la sécurité du réseau et du public. Donc, ces travaux-là peuvent être faits sur une période maximale de 3 jours, pour une période de 3 jours pour 15 jours, pour chaque période de 15 jours. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que malgré le fait que nous avons des heures précises pour les travaux, lorsqu'on a des travaux de sécurité routière ou peu importe en lien avec le réseau municipal,
ben, il est possible de déroger, de travailler de 3 jours à l'extérieur des heures prévues à chaque 2 semaines. L'article 29, maintenant, qui est un peu l'autorité, en fait, qui est l'autorité compétente. Autrement dit, ce qu'on vient introduire dans la réglementation, c'est de permettre au SPVM de venir encadrer le tapage, le bruit excessif rapidement lorsqu'une problématique ponctuelle qui se présente, particulièrement hors des heures de travail là, des fonctionnaires à l'arrondissement. C'est un levier d'action qui est rapide, qui permet d'agir presque instantanément. Il évite la complexification des nuisances en venant les éliminer spontanément lorsque nécessaire. En gros, c'est l'équivalent de l'article 15 du règlement actuel. Donc, autrement dit, le SPVM a une force d'agir, une possibilité d'agir lorsqu'il y a un problème ponctuel qui doit être réglé rapidement. On peut voir ici une petite distinction, en fait, en conclusion, en ce que font nos inspecteurs, nos inspectrices et ce que fait le SPVM. Donc, les inspecteurs de la Ville, ils vont venir traiter des requêtes qui sont issues de plaintes de citoyens et de citoyennes qui sont relatives à certaines problématiques sonores qui sont émises durant la journée. L'inspecteur, l'inspectrice peut aussi prendre rendez-vous avec les citoyens et les citoyennes dans les fins de semaine, le soir, la nuit, pour venir mesurer un bruit là, ou un son qui est jugé excessif par le citoyen ou la citoyenne. Donc, c'est des mesures qui sont prises sur rendez-vous. Nos inspecteurs et inspectrices vont pouvoir se rendre sur place, vous aider si nécessaire. Le SPVM, lui, c'est plus une approche d'appel d'urgence. Comme je vous disais, une problématique qui est ponctuelle, qui se vit à un moment précis et qui implique un contrôle assez rapidement pour être géré sur place rapidement, la plupart du temps à l'extérieur des heures de travail des arrondissements. Dernier petit élément avant de vous passer la parole, je voulais vous inciter à aller voir notre formulaire questions-commentaires, notre foire aux questions qui est en ligne sur nos sites, le site à l'écran. Donc là-dedans, vous pouvez inscrire vos commentaires, vos idées, en fait, tout ce qui vous passe par la tête en lien avec la réglementation pour qu'on puisse là, travailler le règlement vers une adoption plus tard, éventuellement, de la réglementation et qu'on puisse y inclure vos commentaires et suggestions. Je vous remercie. La parole est à vous. Merci Samuel pour cette belle présentation. Donc, période de questions. On va faire le tour des personnes qui vont être susceptibles de répondre à vos questions. Donc, il y a Samuel, chef de division permis inspection à l'arrondissement du Plateau, accompagné de Pierre aussi de l'arrondissement. Pierre Blanchet qui est inspecteur en cadre bâti, spécialisé dans le bruit. On a l'arrondissement Ville-Marie avec Francis qui est chef de section permis inspection et Pierre-André Volsi qui est le vis-à-vis de Pierre Blanchet, donc inspecteur en bruit. Et nous avons le SPVM aussi qui est présent. J'oublie votre nom, pardon. Monsieur Malo du poste 38, donc Plateau Mont-Royal. Et nous avons David Seguin de la Moralité. Et nous avons ici quelqu'un en ligne, Jean-Philippe Migneron, qui est l'expert en acoustique, qui a accompagné les 2 arrondissements pour la mise à jour de leur règlement et s'assurer que tout concorde avec les anciennes versions, avec l'émergence spectrale pour les salles de spectacle, et puis le bruit finalement émis par les autres usages. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Et donc, c'est la période de questions. Ça va être important de bien parler dans le micro parce qu'on capte finalement la séance aujourd'hui pour qu'elle soit rediffusée. Donc, si vous parlez en dehors du micro, on n'entendra pas ce que vous dites. Donc, c'est important. Première question ici. Puis, on peut s'exprimer en anglais, en français, comme vous voulez. Je peux parler français, mais... OK, I'll do it in English if that's okay with you guys. What's up? My name's Zach Maklovich. I'm the vice president of the Merchants Association of Saint Laurent. I'm also the owner of a number of bars and restaurants on Saint Laurent as well as throughout the city. I just noticed that I do appreciate the fact that we are differentiating between what the city sounds like normally and versus the sound that would come outside of a bar or restaurant, correct? But there wasn't any mention of like major commercial arteries and differentiating between, you know, hospitality venues that are on St. Catherine or Saint Laurent or on Avenue du Parc, so that's my first question. Then also there was a conversation about like
like nightlife areas that were being designated, and none of that was mentioned either. So I was just curious if there was going to be adaptations to the rules for either of those two categories. Merci. Je vais vous répondre en français. Là. Comme je disais plus tôt, je veux pas que mon anglais soit enregistré. Donc, en fait, non, pour l'instant, on n'a pas, dans la réglementation, les décisions qui ont été prises, c'est vraiment d'y aller par établissement. Donc, chaque établissement, on souhaite avoir une conformité à la réglementation pour assurer une cohabitation harmonieuse urbaine là, entre les différents résidents et les commerçants. Donc, effectivement, il n'y a pas de distinction qui a été faite en lien avec certains lieux ou certaines artères. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait devenir quelque chose qui est faisable? Peut-être. Mais pour l'instant, c'est vraiment c'est un nouveau règlement qui permet qui permet d'avoir un son perceptible à l'extérieur des murs. Et pour l'instant, on veut le gérer de cette façon-là, vraiment par usage. We need to be realistic also, that a lot of these situations are coming from, like, I saw that we mentioned the way that New York or other major cities are working, right? If you rent a condo next to Times Square, and then you complain about the sound of taxis, we shouldn't then build a rule that limits the sound of taxis. We should be realistic about what we're expecting. So I was also curious, apart from this meeting, if when this rule was being developed or these percentages were being calculated, how many bars, restaurants, or nightlife and show venues were consulted before these numbers were presented? Ouais. Je vais continuer en français pour tout le monde. Je vais revenir sur les établissements et les pôles de vie nocturne. Il ne faut pas oublier que pour se rendre à ce règlement-là, il y a eu des projets pilotes qui ont été faits avant. Il y a eu, on avait ce matin un acousticien qui avait accompagné des salles de spectacle avant de faire ça. Donc, il y a eu quand même un travail de concertation qui a été fait. Je regarde M. Pelletier, je regarde M. Fleury-Berthiaume du service de la culture qui est en lien avec la vie nocturne, qui était déjà en communication aussi avec certains lieux de vie nocturne. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait en amont par rapport à ça. Pour revenir aux établissements de vie nocturne. Puis c'est important ce que M. Ferland a dit sur la conformité. On ajuste le règlement pour aider tout le monde à devenir conforme. Quand on parle des établissements et des pôles de vie nocturne, il y a un élément supplémentaire, c'est que c'est des gens qui ont décidé de suivre un processus avec la Ville, mais il y a quand même des projets du soutien financier pour d'autres éléments qui vont aussi soutenir ça. Donc, ce n'est pas tant qu'on change le règlement. Le règlement méritait d'être changé, comme ça a été dit, il datait de 1977. La Ville a changé depuis. Mais au niveau des pôles et des établissements de vie nocturne, il y a quand même ce travail-là de concertation avec plusieurs parties prenantes pour soutenir cette vitalité-là. Donc, ce n'est pas en changeant le règlement, c'est en amenant d'autres mesures structurantes pour soutenir cette vitalité nocturne-là. Bonjour, Gilles Paquette de la SDC du village. 3 éléments. J'ai besoin d'une confirmation là, de ma lecture de l'article 15 qui indique que le bruit à l'extérieur des établissements sera permis, donc probablement au niveau de l'article des différents points. L'article 15 dit pour un établissement ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibé lorsqu'il est perceptible à l'extérieur ou dans un autre local d'où celui qui provient, à part si c'est un lieu habité, mais à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'un établissement qui a ses portes ouvertes et on entend le bruit des haut-parleurs sur la terrasse est acceptable au niveau de 45 décibels? Là, ou... Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on tolère qu'un bruit puisse sortir d'un établissement, soit une salle de spectacle ou les 8 autres usages. Au niveau du tableau, là? Oui, au tableau, là. Si on revient à un petit tableau tout à l'heure, tac, tac, tac. Voici, celui-là. c'est celui-là. Donc, si on respecte ces seuils-là, à l'intérieur d'un milieu habité, dans une chambre à coucher la nuit, 38 décibels, en fonction des indices de correction applicables, ça ne sera pas considéré
comme une nuisance. Si on est dans une chambre à coucher, la mesure est prise par nos techniciennes, et on se rend compte qu'on est à 44-45 décibels. Là, il y a une non-conformité. Mais je tiens à préciser que le règlement vient tenir compte des usages qu'on vous a dit, puis il n'y a pas l'usage terrasse qui est autorisé là-dedans. Donc, c'est vraiment dans les bars, dans les restaurants, salles de spectacle pour l'émergence, uniquement qu'il y a un son qui est toléré à l'extérieur. Donc, pour une terrasse extérieure, un café-terrasse, c'est d'autres normes qui s'appliquent. C'est plus avec une ordonnance là, qui est octroyée par le conseil arrondissement, soit au Plateau ou à Ville-Marie. Là, c'est autre chose. Mais ici, c'est vraiment le son qui est produit au niveau de son amplifié pour les usages qu'on nous a nommés tout à l'heure. Donc, un établissement qui a ses fenêtres ouvertes sur l'extérieur, s'il ne dépasse pas le 60 décibels, il va être acceptable. Voilà. OK. Deuxième question. Avec les articles de 30 et 31, vous donnez un accompagnement aux salles de spectacle que vous ne donnez pas aux 8 autres types d'établissements. Vous êtes très spécifique dans le règlement qu'il y a de l'accompagnement pour les salles de spectacle, mais toutes les autres n'ont pas cette disposition-là. Puis, en fait, vous y allez bien raide en mettant des amendes, à l'article 35, de 10 000 à la première infraction, alors que le règlement actuel donnait 3 niveaux d'infraction ou d'amende. Là, vous y allez vraiment raide à 10 000 $, puis on est pas mal certain qu'un petit qui commence, un établissement qui rouvre pour une première fois, qui ne connaîtra pas le règlement, il va déclarer faillite, là. Encore une fois, je reviens, là, oui, c'est pas le processus d'accompagnement qui a été mis là, c'est pour l'émergence spectrale. Ça ne veut pas dire que pour les autres établissements, il n'y aura pas un dialogue qui va être fait entre nous et les propriétaires. Donc, c'est sûr qu'on va viser à atteindre la conformité. Est-ce que ça s'agit là, de voir quels sont les travaux nécessaires à prendre et tout ça? Ça, c'est possible de le faire. Mais je vais vous laisser, oui. Dans le cadre de la désignation des pôles de vie nocturne, l'ensemble des commerces visés qui vont pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement également. Donc, si la SDC du village ou celle de Saint-Laurent, l'ensemble des commerçants là, qui pourraient être accompagnés. Pour les autres, oui. Bien, ça peut évoluer là, éventuellement, là, mais ça, c'est la base. Il faut réaliser qu'on est vraiment dans un processus évolutif, qu'on a une première mouture, un premier pas qu'on franchit aujourd'hui et qui nous permet de changer le paradigme. Parce qu'avant, c'était l'inaudibilité. Donc, l'inaudibilité, c'est potentiellement, j'entends quelque chose, bang, un ticket. Là, c'est plus ça. C'est une démarche d'accompagnement pour faire en sorte d'essayer de rendre les commerces, les salles de spectacle conformes. Et ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les citoyens, qu'on fait en collaboration avec les salles de spectacle, avec les SDC. Puis il y a également tout un travail qui va être fait après avec la table de concertation dans le cadre là, de nos travaux sur la vie nocturne. Donc, ils vont regarder, il va y avoir des mesures il va sûrement y avoir des modifications au cours du temps. T'sais, on ne peut pas faire un règlement d'un premier coup qui va répondre à tous les problèmes. C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Mais ce qu'on veut faire, c'est de l'améliorer au fil du temps. J'en ai quand même au niveau de l'amende à la première infraction pour une personne morale que c'est 10 000 là. Puis la suivante, c'est 20 000 alors que dans le règlement présent, on parlait de 1 500, 3 000 à 6 000 par après. Si vous me permettez, là, je vais juste revenir. Là, les amendes là, du niveau que vous dites, c'est lorsqu'il y a eu plusieurs contraventions. Si on regarde, s'il te plaît. Si on regarde la réglementation,
Pour une première amende, c'est 500 $ pour une personne physique et 1 000 $ en cas de récidive. Personne morale, c'est 1 000 et 5 000, effectivement, pour récidive. Mais Mais pour quand le- on pour parle le- pour de 10 000, l'article. quand vous regardez le 10 000 et le 20 000 $ ça, c'est des amendes qui sont faites uniquement lorsqu'il y a une grande problématique pour le non-respect de l'émergence. Si on voit, justement, le but, en fait, de cette réglementation-là est de dire, regardez, on va vous accompagner, on va vous aider pour faire les travaux nécessaires au lieu de payer une amende. Mais ça ne touche pas là, les usages bars, restaurants, pour lesquels on a une discussion cet après-midi. Non, ben, C'est juste les salles de l'article spectacle. L'article 35 indique que si vous contrevenez à l'article 15 ou 18, vous commettez une infraction. Pour les personnes physiques, la première infraction est une amende de 1 000, la deuxième, pour toutes les autres, 2 000. Puis une personne morale, c'est 10 000 $ à la première et 20 000 pour les récidives. Oui, ça, c'est pour l'émergence. On revient. Je ne vois pas Oui, 18, l'émergence. Là, effectivement. On parle pour les établissements. Là. Mais encore une Mais fois, je vous répète. Il n'y a pas d'émergence pour le. C'est ça. C'est pour les salles de spectacle, ça, Moi, en je fait. parle. C'est pour ça que en tout cas, écoutez, si vous voulez, on va regarder ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment pour les salles de spectacle en cas de récidive. Ben, écoutez, si vous me permettez, on va vérifier ça ensemble parce que le but, c'était vraiment d'aller avec pour ce qui touche l'usage salle de spectacle. Je prends note. C'est bon, aussi, ouais. Ah non, ça va être tout. Yann, parce que je peux te demander comme 10 autres questions. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut parler? Okay. Ouais, just to say the $10,000 to $20,000 fine, just so I understand that correctly, that is for somebody who is considered a repeat offender, correct? Exactement. So what we're seeing with a lot of these small businesses that are dealing with these issues right now, I'm sorry if I'm frustrating you, please just Non, let non, me non, know. non, non, non. You ça, sure? Pas du tout. Ce OK. que je veux mentionner, c'est qu'il s'agit vraiment d'amendes quand on va très, très... En fait, il n'y a pas de coopération. Le but de ça, c'est de s'assurer qu'on ait une coopération entre l'arrondissement, entre les établissements, pour justement éviter d'aller jusque-là. Si, éventuellement, dans une mesure, qu'on a une collaboration qui n'est pas fructuante entre les deux établissements, on peut aller jusque-là. Mais ce n'est pas une obligation d'aller... So it's not, because having dealt with the SPVM before with these No, issues, I know, but they're stuck dealing with certain rules as well. Like they're not trying to negatively affect us. They're like, look, this is the book. I got to follow the book. So what I'm just trying to understand with the book that we're talking about, right? The rules that we are working together and evolve to make the situation better. What is happening to a lot of these small businesses, some of which we represent on the boulevard, is that there's a specific neighbor who is calling 10, 20, every time they open the door, that there's a complaint. Because with the evolutions of the neighborhoods that we're seeing, landlords who are buying buildings that used to be inexpensive and turning them into condos, and then they put a condo next to a nightclub, right? So then noise complaints happen. And then that person calls 4 days a week, 52 weeks a year, and you end up getting 200 noise complaints. Si je peux
si je comprends bien, en fait, c'est que vous croyez qu'à chaque fois qu'il y aurait un appel, il y a une infraction, donc une amende. Mais ce n'est pas ça. En fait, les gens peuvent nous appeler plusieurs fois. Nous, ce qu'on va faire, c'est vérifier, s'il y a conformité ou non à la réglementation. S'il n'y a pas de conformité, le but, c'est de travailler en collaboration justement pour atteindre cette conformité-là. Donc, les policiers qui vont venir nous voir. Non, mais c'est parce qu'après minuit, quand nous, on opère, Oui, c'est pas vous autres qui allez venir nous voir. Non. C'est la moralité ou la SPVM. Oui, mais ce n'est pas eux qui vont vous appliquer. Il y a l'infraction qui est mentionnée là, c'est lorsqu'une non-collaboration, mais c'est une infraction qui est avec l'arrondissement et non pas avec la SPVM. Juste à comprendre. Donc, nous, on a eu une plainte. Oui. Pas nous. Quelqu'un d'autre qui ne fonctionne pas là avec les règles. Ils ont eu une plainte. Oui. L'SPVM vient nous voir parce qu'ils ont eu une plainte à minuit la soir. Après ça, il dit, ben oui, c'est un peu plus, c'est à 4 décibels à part que 3 décibels à côté. Donc, eux, ils ne nous donnent pas d'amende. Ils nous donnent une suggestion à vous autres. Je laisse mes collègues du SPVM Excusez-moi, je veux répondre, juste mais non. comprendre à quel... Ouais. Non, mais habituellement, là, c'est ça, on n'est pas équipé d'appareils de sonomètre. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour assurer la tranquillité du public, on va utiliser notre jugement de personnes normales pour voir si, dans les circonstances, selon l'heure et les lieux, si le son, selon nous, est excessif. OK? Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entendre, on va discuter, on va trouver un terrain d'entente pour dire, bon, on est capable de baisser le son, tout ça. Puis nous, ça va allumer quand même un drapeau, un flag pour dire, on pense qu'il y a une situation problématique là. Mais puisque aujourd'hui, tu sais, ce qu'on vous présente, là, il y a des mesures déjà préétablies avec des normes de décibels, nous, c'est sûr, on va aviser l'arrondissement. Puis on va dire, nous, on croit qu'il va y avoir un build-up bientôt ici. Là. Êtes-vous capable d'aller faire des mesures pour vous assurer là, que, en fait, les propriétaires de condos et les tenanciers de bars peuvent cohabiter ensemble là, de la bonne façon, puis ils vont vous indiquer là, les niveaux sonores que vous devez mettre. Là. OK. Et puis, il y aura peut-être des programmes avec la ville ou le plateau pour nous aider à investir dans notre bâtiment pour avoir les ajustements sonores ou n'importe quoi qu'on a besoin de faire on espère. C'est ça le but. OK. Et la dernière, probably not my last question, but at least for now, la prochaine question, c'est avec ces développeurs-là, la personne qui décide à prendre un édifice qui est à côté, soit sur une pôle de vie nocturne ou à côté d'une boîte de nuit, puis décide, ben moi, je vais convertir ce bâtiment industriel commercial dans un bâtiment résidentiel. Puis, est-ce qu'on vise à mettre comme nous, on a des règles à suivre, peut-être ça serait bon de dire à des développeurs aussi, si vous voulez construire sur une levée nocturne, c'est que tu ne peux pas avoir une chambre à coucher sur la mur à côté, comme seulement tout le monde peut bouger leur comme meuble comme il veut, mais au moins dans les règles, tu dis, ben pour cette mur-là, tu ne peux pas avoir une chambre attachée à une boîte de nuit. Parce que c'est sûr, il n'y a pas un niveau de désonorisation, whatever, soundproofing. Sonorisation, oui. Pour éviter, si tu es à côté d'une boîte de nuit avec une condo à 2500 $, la semaine, la mois, à vivre en cohabitation. Ben, je vais vous rassurer, avec ça, il existe déjà, de la réglementation qui ne permet pas de plein droit de construire, d'aménager un logement adjacent à un bar ou une salle de spectacle, autant au plateau qu'à Ville-Marie. Pour le faire, ça prend un mécanisme dérogatoire dans lequel on exige des études de sonorisation. Donc, de plein droit, il n'y a pas personne qui peut venir construire des condos, des habitations adjacents à une salle de spectacle et vice-versa. Salle de spectacle, bar, il y a plusieurs usages comme ça qui ne sont pas autorisés de plein droit. Il y a des mécanismes pour le faire. Comme je vous dis, pour avoir le permis, pour obtenir ça, ça prend une étude acoustique qui démontre que le logement est protégé et ou, si c'est une salle qui veut venir s'installer, qu'elle n'affectera pas le voisinage. Donc, en fait, c'est la personne qui vient s'installer de démontrer qu'elle respecte la réglementation qu'on vous a présentée tout à l'heure. Ça, c'est pour le futur. On ne peut pas aller dans le passé, malheureusement,
Mais pour le futur, on va pouvoir éviter ce type. Ça fait en fait quelques années. Là, excusez, on en a parlé plus tôt ce matin. J'étais de l'autre côté, c'est pour ça. Donc, on en a parlé ce matin, mais c'est depuis quelques années. Au plateau, c'est peut-être 4 ans, 5 ans en tout, qu'on a des mécanismes là, qui permettent, en fait, qui n'autorisent pas l'adjacence de ces deux types d'usages. Même chose à Ville-Marie, je pense que ça fait quelques années également. Donc, c'est quand même assez récent, là, je vous avoue, là, dans l'échelle de temps. Mais c'est là. Donc, pour l'avenir, c'est protégé. Bonjour, Claude Rainville, de la SDC de l'Avenue du Mont-Royal. J'ai plusieurs de mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Pardon? Oui, une brochette, la rue Laurier, la rue Saint-Denis, le boulevard Saint-Laurent, un représentant de l'association de la SDC, ma collègue distinguée du village. Bonjour, collègue. Je vais faire du pouce sur ce que monsieur a dit sur les bois de nuit, les bars. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Mont-Royal. À chaque année, on rencontre les services de police. Si j'ai une cinquantaine d'établissements sur Montréal qui ont un permis d'alcool, on sait tous très bien que vous en visitez 3 dans ce gang-là, les autres se comportent comme il faut. Je pense que ce qui est difficile pour eux, puis c'est un peu ce que M. disait, c'est qu'on a toujours l'impression qu'à travers la réglementation, les propriétaires de ces établissements-là jouissent d'un préjugé défavorable. Puis devant des plaintes citoyennes à répétition, bien, ils ont comme toujours le fardeau de la preuve de démontrer qu'ils se comportent de façon exemplaire. Puis c'est comme n'importe quoi. Hein? Je donnais l'exemple tantôt ce matin. Un AEW, qui va dans un AEW à 4 heures du matin, là, ça se peut qu'il fasse plus de bruit que la fermeture du Billy-Coon à minuit. Je vous vois hocher de la tête. Là. Je ne pense pas que vous allez au Billy-Coon bien souvent dans une année. Fait que, on a tout avantage à bien représenter nos membres, puis surtout ceux qui ont des débits d'alcool, pour qu'ils se conforment, parce que c'est l'image du quartier qui vient avec ça, c'est les retombées économiques, vous le savez, ils ont une peur bleue d'être infiltrés par le crime organisé. On en parle, on vous pose des questions, on fait des réunions. Alors, j'aimerais juste ça qu'on prenne en compte. Puis, tu sais, il y a des coûts importants. Tu sais. Je comprends que l'idée, ce n'est pas de se rendre à l'amende, mais quand tu te rends là, c'est pas tout de dire, il a couru après. Quand un citoyen qui se met sur le cas d'une rue piétonne ou d'un bar ou d'un restaurant, il peut avoir des conséquences importantes sur le modèle d'affaires. Je vais terminer en vous disant, Marie, tu le sais, il y a probablement 75 80 de nos commerçants qui sont locataires. T'sais, ils investissent dans des bâtisses qui ne leur appartiennent pas. Fait que, puis je terminerai en disant que la gentrification de nos quartiers amène aussi une forme d'intolérance qu'on ne voyait pas avant. Tu achètes une maison sur le bord d'une voie ferrée, puis là, tu te rends compte qu'il y a des trains, puis tu te mets à te plaindre qu'il y a des trains qui passent. Tu achètes une maison ou un appartement, un duplex pas rénové sur le plateau, ça coûte 1 million. Hein? Fait que les gens, ils veulent la paix comme si c'était à Varennes. Fait que le fardeau de la preuve est beaucoup sur les institutions qui sont là des fois depuis 25-30 ans, t'sais, qui se disent, Claude, ça commence à coûter cher être capable voyons, j'allais dire de se convertir. Conformer. De se conformer, merci, collègue, à toutes ces règles-là. T'sais. Puis je rajoute à ça, on a des rues piétonnes maintenant, on a des rues en événement. T'sais, une rue piétonne, quelqu'un qui craque à 4 heures du matin, s'il n'y a pas d'autobus qui passe, tu l'entends de loin. T'sais, fait que ça vient ajouter à peut-être un certain inconfort sur le domaine public. Fait que je vous sensibilise au fait que ces gens-là qui ont des établissements, des entreprises, ils font honnêtement, ils font toute bonne... C'est leur métier. Ils font ça pour gagner leur vie. Ils ne font pas ça pour se faire prendre, puis ils ne font pas ça pour être délinquants, puis ils ne font pas ça pour... Mais on a souvent l'impression qu'ils jouissent d'un préjugé défavorable. Puis ça, je trouve ça extrêmement dommage. Je cède la parole à ma collègue. Ah, mon Dieu. Gabrielle Rondy, donc, de la SDC du village. Bien, je ne me prétendrai pas experte de la vie nocturne puis des DJ, là, c'est pas mon truc, mais je sais que Montréal est reconnu là-dedans puis que la fermeture d'établissements, c'est nuisible. Mais ce que moi puis Gilles, on est passionnés, par exemple, c'est le village comme safe space qui est reconnu internationalement puis que il y a des trucs là-dedans qu'on voit clairement des avancées. Puis, tu sais, visiblement, 1977, c'était dû pour qu'on la dépoussière, qu'on la réouvre. Mais c'est sûr qu'on a des inquiétudes parce qu'il y a des établissements du village qui ont créé ce secteur-là, qui est le village, qui est reconnu internationalement. Puis, il y a des gens qui sont dans leur pays en ce moment. Ben, je pleure tout le temps quand je viens de Vénimo, mais tu sais, il y a des gens en ce moment qui se disent hey, il y a une place sur Terre, c'est le village à Montréal. Puis, genre,
dans cet endroit-là, moi, je peux être acceptée comme je suis, puis on a un devoir de protéger ces établissements-là. Mon Dieu, voyons. On a un devoir de protéger ces établissements-là parce qu'ils sont importants. C'est ça qui fait que Montréal, c'est une ville qui est différente. Fait que, Gilles est un peu passionné sur la vie nocturne, mais fait que c'est ça. Je voulais rajouter que, et à la fois dans le village, mais aussi les bars qui sont DJ et compagnie, là, je le dis comme c'est vraiment pas mon truc, mais c'est aussi, sont importants pour le caractère distinctif de Montréal. Puis, je salue les avancées, mais c'est sûr qu'on... Je vois aussi l'inquiétude de plusieurs partenaires et collaborateurs ici parce que c'est ça, on a l'inquiétude qu'il y a des bars que vraiment, je pense que ça va pas fonctionner pour eux, mais on va être là pour accompagner nos commerçants avec vous là, en main tendue pour que ça se passe le mieux possible. Si vous me permettez, en fait, je veux revenir sur le fait qu'on passe d'une réglementation qui avait la non-audibilité à l'audibilité. Donc, on va un pas en avant. Donc, c'est permettre d'avoir du son qui peut sortir d'un établissement comparativement à ce qu'il n'y en avait pas du tout avant. Ce qu'on propose aussi, c'est une mesure pour encadrer ce son-là. Parce qu'il faut aussi comprendre que la ville, comme on le dit, ça se partage, il y a plusieurs personnes, donc il faut assurer une certaine, disons, tranquillité pour toutes et tous. Bon, cela étant dit, oui, il y a du travail à faire, je suis d'accord avec vous. Ça ici, c'est un pas en avant réglementaire. Est-ce qu'il va y avoir des modifications éventuelles dans ce règlement-là? Tout est possible. Par contre, c'est la proposition là, qui est sur la table aujourd'hui. Mais en fait, justement, ce que vous pouvez dire aux gens avec qui vous travaillez, c'est qu'on part de 0 à un petit peu encadré. Pour les amendes, je crois qu'il y a eu une coquille qui s'est glissée dans la copie, là, je viens de la vérifier. On en reparlera, là, vous me donnerez vos coordonnées, puis on pourra vérifier tout ça. Juste une question sur les plaintes de bruit. Qu'est-ce qui constitue une plainte valide? Parce que dans 60%, plus que 60% des cas, quand j'ai reçu une plainte de bruit, c'est pas souvent, le constable n'était même pas capable d'identifier de quelle direction ça venait parce que c'était anonyme. Donc, il y en a qui me disent, c'est en arrière. OK, je sais quel problème régler, quoi baisser. Mais si quelqu'un fait une plainte anonyme, on devrait-tu la prendre au sérieux? T'sais? Tout comme dans un autre cas, j'ai plusieurs promoteurs différents. À un moment donné, il y a un promoteur qui est parti, puis il y a de la compétition chez moi. Les 2 premiers événements qu'il y a eu après, vous êtes venus pour checker la capacité, on était en ordre, il y a eu une plainte, et vous êtes venus pour demander des cartes à tout le monde, pour les mineurs. Il n'y en avait aucun. Mais la plainte c'était clair pour moi, je sais qui l'a fait la plainte. T'sais. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé de le faire. Mais pour une plainte de bruit qui est faite à l'anonyme, est-ce que vous êtes obligé de le prendre au sérieux? T'sais. Parce que la police, quand elle vient, les constables sont gentils. Des fois, ils montrent, ils disent, on ne sait pas d'où que ça vient. T'sais. Puis eux autres, ils me disent juste, baisse un peu. T'sais, peu importe. Puis est-ce qu'un constable est vraiment qualifié pour juger si c'est trop fort? Tu passes ta soirée dans l'auto à parler comme ça avec ton partner. Là, tu rentres dans un bar. C'est sûr que c'est fort. T'sais. Donc, ils vont tout le temps me dire de le baisser un peu, puis je vais toujours le faire parce que je veux éviter des escalations, que ça aille plus loin. Mais à la fin, ça fait mal à ma business parce que nous, le son, c'est parmi les choses les plus importantes qu'on offre. T'sais. Si on peut vendre... certaines places qui vendent un verre, un vodka canneberge à 20 $, c'est à cause du son qui peut se le permettre. T'sais? Donc, c'est ma question. Bien, pour répondre à votre question, le SPVM, là, nécessairement, c'est vrai qu'on est obligé de répondre à tous les appels. Hein? Ça fait partie là, de notre mandat quand même. Là. On ne peut pas prendre certains appels au sérieux, d'autres moins au sérieux. On a quand même, nous, la possibilité de voir les historiques d'appels. Bien que vous faites une plainte anonyme, il y a toujours le numéro de téléphone qui est quand même dans l'appel, puis ils ne répondent pas, mais on est capable de faire des associations ou des liens avec des personnes qui appelleraient de façon mesquine là, pour vous nuire, par exemple. Ceci étant dit,
Nous, ce qu'on demande à nos policiers, généralement, c'est dur de pouvoir faire une constatation d'une plainte de bruit à l'intérieur de l'établissement. Tu sais, ce qui est le point ici, là, il faut que ça puisse déranger une personne qui est dans un lieu d'habitation. Alors, dans le cas d'une plainte anonyme, si le bruit est sur la rue, probablement qu'il va être tolérable, là, le bruit, parce qu'il est diffus à travers la rue, l'environnement. Puis, une chose qui est importante, c'est vraiment l'appréciation de la personne qui fait la plainte. Parce que nous, là, des fois, on est qui parfois pour juger est-ce que le bruit dérange dans un lieu ou dans un autre? On fait souvent référence aux chambres à coucher, là. Je vous dirais que si vous êtes adjacent à une salle, en fait, un bar, puis on est dans une chambre à coucher, les policiers, bien qu'on n'ait pas d'expertise, c'est quand même, je vous dirais, assez évident de constater là, que tu te dis, là, moi, je dormirais-tu dans cet environnement-là où je ne dormirais pas? C'est là où on va vous demander là, de baisser le bruit. Mais de rentrer chez vous pour vous dire, hey, le bruit est fort, là, je vous dirais, ça me surprendrait là, qu'on irait jusque-là. Il rentre pas toujours. Ouais. Mais quand il rentre, il dit ça. C'est normal qu'il dise ça. Puis eux autres, tout comme nous, eux, ils veulent juste éviter. Puis je comprends que le plein de bruit, c'est pas dans vos listes de priorité. Un vendredi ou samedi soir à 1h du matin, d'autres affaires sont plus importantes. Sauf que pour nous, eux, pour éviter le trouble, nous demandent de le baisser. Nous, pour éviter le trouble, on baisse. Sauf que quand on baisse, ça affecte l'ambiance. Ça affecte l'expérience du client. Bien, puis je rajoute... Ouais. Bien souvent, plus souvent que d'autres, ils ne sont pas capables parce qu'il n'y a pas d'indication, ils ne répondent pas à leur téléphone. À ce moment-là, est-ce que c'est quelqu'un qui. Est-ce que c'est de la compétition? Est-ce que c'est quelqu'un qui. Tu sais, c'est ça qui m'inquiète avec les plaintes. Quand la plainte est valide, elle est valide. Oui, puis ce côté-là, il va falloir nous faire confiance parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours révéler les sources de où est-ce que les gens appellent là, pour la confiance du public. Là, parce que, bien entendu, si on dit, écoute, c'est le voisin en face, puis après ça, vous allez le rencontrer, les gens ne seront pas contents. Là. Je m'en fous aussi, parce que moi, ça m'aide ça m'aide à régler le problème si je sais d'où il vient. Si ça vient de la rue Mont-Royal, ça peut juste être ma sortie de secours qui a été ouverte. Je vais mettre un doorman qui est là. C'est des trucs comme ça. Mais bien souvent, les constables sont honnêtes avec moi. Ils me disent, on ne le sait pas. Puis même, écoute, même quand ils le savent, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait à 1h du matin chez le voisin pour constater si c'est trop fort ou non. T'sais. Mais si vous me permettez, on pourrait poursuivre cette discussion-là parce que j'aimerais ça laisser du temps aux gens. Votre cas est particulier, spécifique. Juste vous dire qu'on a une structure, nous, en place là, au plateau Mont-Royal. J'ai un superviseur qui s'occupe de la politique de la vie nocturne puis des bars. Je pourrais vous mettre en contact avec lui puis regarder à trouver des solutions. Puis si ça nous appartient, si on peut travailler avec l'arrondissement pour faire quelque chose, on va le faire dans ça. J'en ai pas souvent, puis les résidents vont me texter personnellement. Fait que c'est la meilleure façon parce que je peux réagir tout de suite, pas attendre qu'un constable se présente. Je sais que vous avez parlé aussi des capacités puis des cartes. Là, je ne sais pas, ça, c'est généralement là, c'est sous des plaintes particulières puis c'est des raisons d'enquête. Ce n'est pas le poste de quartier là, qui va faire ça. Là, non, mais c'est toujours suite à une plainte. Que quelqu'un appelle, disait il y a trop de monde là. Mais dans les deux cas, ça ne me dérangeait pas. J'avais pas de mineur, je n'étais pas au-dessus de la capacité. Mais je sais très bien d'où la plainte est venue. C'est comme, j'ai pas vraiment... there's nothing I can do about that. On va avoir intérêt à se reparler, je vous dirais. Là. I just want to, I think this will be my last time. Just to follow up with the SDCs, when we're saying, I appreciate they're saying this is the first step, I think what's really important for us as the SDCs is that step allows for there to be more clarity for our members. Because right now, like, I'll give you an example. I live in the condo building, Mount Royal and Clark, okay? My back patio door opens up to a courtyard for that elementary school there. You want to talk about noise. Those kids yell at the top of let's be realistic. I work from home right now, so I'm there. I have the windows open, and people are like, what's going on in your house right now? It sounds like there's children killing each other. And for me, like, I'm, as a normal individual who chose to rent this condo, not going to call the SPVM or inspector, say, hey, somebody go tell Mikey down there to stop yelling. Like, that's
right? That's a realistic expectation because I knew where I moved. Although it was louder than I could have ever imagined, I still don't call the cops on the children that are playing there. When it comes to nightlife, I think that if I were to call the cops, they would or the inspectors, they would come and go, "Sir, you're complaining about children in a courtyard. This is, regardless of the decibels, you would say this is an unrealistic expectation to tell these children to stop talking." Or they don't talk, they yell, but you know what I mean. Same to what Alessandro and what the SDC, the leaders of the SDCs are saying. We need to ensure when we're developing even this first step of a rule that we're creating a reasonable expectation for core nightlife or business neighborhoods. And it's a little bit, I think, frustrating, and I know this because we had our debrief with our members before, that there isn't a mention of that from the get-go. And I appreciate the hard work that was done, and I see the science behind it. But I'm raising the flag that currently there doesn't seem to be a mechanism that is protecting les pôles de la vie nocturne or our major SDCs. So great first step, but like if we're talking about with the going to the media and saying, oh, we created a big step forward, I think that there's a major hole in this because, again, with all due respect to the inspectors or whatever, we're not protecting small businesses right here. We're just saying, well, this is the line to cross. But the line's still pretty low. So it's like I still think there's a big element, like a very clear red flag that everybody who's raising their hands here has the same concerns, that you're not addressing. You've updated the rules so that there's a clear thing. Rather than no sound, there's some sound now. I hear you. But the real issue is that bars and restaurants and salle de spectacle and all the other usages are still not sufficiently protected from their rights versus the right of the citizen that moves in next to them. And what are the actual next steps we're looking at creating for those specific rules? And are there any? Oui, j'ai tout à fait compris. Comme vous dites, c'est une étape. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à avoir? Absolument. Est-ce qu'ils seront vus? C'est possible, mais il faut qu'on commence quelque part. Merci. Il y a certainement un travail de communication à faire. Pour que, quand on parle de partenariat, quand on parle de cohabitation, il faut que ça vienne des deux côtés aussi. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Puis, est-ce qu'on peut travailler sur un plan de communication? Mais juste en passant, Zach, à Outremont, il y a déjà eu des plaintes sur des cours d'école. Et les policiers sont intervenus. It happened! C'est des affaires comme ça, tu vas entendre des plaintes, personne ne va vous lancer des fleurs. On est content qu'il y ait un discours. On apprécie beaucoup, mais c'est it's with airing our grievances that we're going to advance and that we're going to address them. Si ce n'était pas important pour nous, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas fait tout ce travail-là. On ne serait pas arrivé en regardant, bon, dans telle ville, ça fonctionne bien, la cohabitation se fait bien. Comment on peut s'inspirer de ça pour faire un règlement qui colle? Comment on peut faire en sorte que la politique de la vie nocturne puisse aussi encadrer, aider, soutenir également financièrement avec nos programmes, nos différents programmes pour insonoriser les salles, pour identifier quels sont les problèmes. T'sais, la mesure d'émergence spectrale, c'est vraiment, on est capable d'y aller, là, c'est de la haute couture. On est capable d'identifier la bande d'octaves qui va générer le problème. Et au lieu de te demander de faire à peu près n'importe quoi, on sait exactement cette bande d'octaves-là qui cause le problème. Voici quelles sont les mesures spécifiques. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu es obligé de faire telle chose, telle chose. Donc, on a vraiment, c'est une étape importante qu'on a franchie. C'est une première étape. Puis,
comme je l'ai mentionné, il y a la table de concertation sur la vie nocturne où il y a des membres des SDC, c'est l'association qui est présente, il y a des citoyens qui sont présents, il y a des commerçants, il y a des restaurateurs. On a vraiment été chercher l'ensemble des observateurs, des partenaires qui vont être capables de nous donner ce regard-là. Puis ça aussi, ça fait partie du changement de paradigme, d'inclure. Puis le SPVM aussi, il y a une ouverture pour voir aussi, pour pouvoir mieux accompagner, nous aider, nous, à accompagner tout le monde. Il y a une belle ouverture que je n'ai jamais vue avant. Fait que je sais que ça a de l'air petit, là, mais j'aimerais ça. Je vous invite aussi à aller regarder la séance d'information qu'on a faite, qu'on a tenue, je crois que c'était le 18 juin. Il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des citoyens et des citoyennes. Donc, on a aussi beaucoup de travail à faire pour les rassurer dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment, on a besoin de travailler ensemble là, en ce moment. Puis c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, puis c'est ça qu'on fait. Puis merci encore là, à tout le monde qui nous accompagne. Puis merci d'être là. Merci Zach, merci les SDC, merci tout le monde. Je reviens avec une question encore plus technique, Conrad de la SDC du boulevard Saint-Laurent. En fait, je voulais savoir parce que je réalise que vous avez rajouté aussi une disposition, je ne me souviens plus exactement c'est quoi le terme, mais ça parlait de donner en exemple un ventilateur ou un équipement technique qui est sur une bâtisse. Mais donc, comme un peu pour reprendre l'idée d'Alessandro ou même mon collègue Claude ici, beaucoup de nos membres ne sont pas les propriétaires. Alors, de mon côté, j'ai une inquiétude. Est-ce que ça veut dire qu'on responsabilise les propriétaires, les locataires à faire des interventions sur des équipements techniques dont ils ne seront pas nécessairement propriétaires? Est-ce que ça ne créerait pas une problématique? Ben, en fait, je vous dirais que ce sont les propriétaires qui sont responsables. C'est à eux qui sont envoyés les échanges de lettres, puis les appels. C'est avec les propriétaires, oui. Ah, donc, dans ces cas-ci spécifiquement, c'est avec les propriétaires des immeubles et non des... Ben, le propriétaire est le premier responsable de ce qui se passe dans le bâtiment. Donc, ça va être le premier averti. Il est responsable de ce qui se passe. OK. Peut-être, mais ça, c'est autre chose. Ça éclaircit mon point, merci. Merci beaucoup. Bon après-midi.